Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce webinaire sur le branding et l'inbound marketing. Gagner en visibilité sur le web avec votre branding, quelles sont les tendances, comment bien l'utiliser dans une stratégie inbound marketing et enfin comment grâce à Canva, la solution de design agile et puissante, vous allez pouvoir mettre en place un branding cohérent et impactant très facilement. Alors, je suis Carole Ménoret, fondatrice de Inspire Inbound et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui avec Afifia, marketing et social media lead de Canva France. Bienvenue Afifia. Est-ce Alors, on que ne est-ce t'entend que tout le pas. monde m'entend bien? Ah, c'est bon, Ah, là, ça va mieux. Là, c'est ça bon? va mieux, oui. Vous me voyez aussi? Et on te voit. Ok, bon, mais c'est parfait. Bonjour Carole, merci pour l'invitation Bah, pour écoute, parler je t'en prie, aujourd'hui c'est un vrai de plaisir. branding. Plaisir partagé. Alors aujourd'hui, vous êtes pratiquement plus de 250 inscrits à avoir répondu présent pour ce webinaire. Voilà, le webinaire, c'est toujours un format de présentation où voilà, il y a peu d'échanges ou pas beaucoup. Moi, ce que je vous propose, c'est quand même de démarrer par un petit jeu. Tout simplement, si vous pouvez vous présenter sur le chat en disant quelle fonction vous avez et effectivement d'où vous venez. Alors ne m'en voulez pas si je n'arrive pas à dire bonjour à tous, c'est simplement voilà, pour qu'on puisse un petit peu se connaître et puis savoir d'où on vient. Bonjour à tous, bonjour Sylvie, bonjour Emma, Copenhague, bienvenue. Bonjour Laetitia, vous venez de La Rochelle. Bonjour Chloé, vous venez de Lille. Bonjour Sylvie d'Alsace. Bonjour Manon, vous êtes de Nantes, chargée de communication. Bonjour Chloé, bonjour Mélanie, bonjour à tous. Bonjour Mathieu, community manager dans la Nièvre. Bonjour Anne-Gaëlle, vous êtes de Aix-en-Provence. Bonjour Eva, de Quimper. Bonjour à tous. Bonjour Alexandre, vous êtes de Saint-Étienne, responsable de communication. Bonjour Laurent, proche de Lyon, gérant de label musical. C'est top, on vient tous d'horizons différents. On a tous un sujet aujourd'hui, effectivement, qui nous relie. C'est le marketing digital, la communication et puis là, plus particulièrement, le branding. Alors, pour démarrer, aujourd'hui, voici ce qu'on va parcourir tout au long de ce webinaire. On est ensemble environ jusqu'à 12h15. Donc, la première chose, c'est qu'on va vraiment faire un petit tour d'horizon sur les grandes tendances en matière de branding. On en a sélectionné 5 avec Afifia. Ensuite, on va vraiment aller sur tout ce qui est impact, mémorisation et cohérence de marque. Comment bien utiliser votre branding avec des tutos avec Canva et enfin les bonnes pratiques pour bien insérer le branding dans un contexte d'inbound marketing et plus globalement de marketing digital et puis surtout rester jusqu'à la fin parce que on aimerait aussi aborder un sujet qui est au cœur de l'actualité, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et effectivement tout ça va aussi révolutionner les contenus et la manière de communiquer sur le web. Allez, j'entame la présentation avec les grandes tendances en matière de branding. Effectivement, aujourd'hui, inclure le branding dans votre stratégie d'acquisition digitale et dans vos funnels de conversion est essentiel pour faire mémoriser votre image de marque et développer une cohérence et une communauté auprès de votre audience. Le branding façonne activement votre marque et finalement, c'est ce dont votre entreprise a besoin pour se faire remarquer et toucher son audience cible. C'est ce dont vous avez besoin aussi pour sortir du lot, avoir un impact et développer davantage votre entreprise. Donc on le sait, mais c'est vrai que c'est nécessaire de se le rappeler. Le branding correspond à bien plus de choses qu'à un simple logo ou même qu'à une seule identité visuelle. C'est la réponse émotionnelle qu'une entreprise va provoquer auprès de son audience. Et cela passe
par les messages employés, le ton, les visuels, les formats et aussi les canaux utilisés sur le web. Le bon message au bon moment et au bon endroit, on est vraiment là-dedans. L'objectif pour être impactant sur le web est de bien insérer votre branding dans votre stratégie d'acquisition digitale. Alors les 5 tendances qu'on a sélectionnées qui sont pour nous les plus fortes, la première c'est le branding de mission, la seconde le branding bold. Ensuite, on va parler aussi des icônes dans le branding, l'humour aussi ou la satire, c'est toujours d'actualité. Et enfin, le personal branding. Les tendances en branding de 2023 reflètent véritablement la façon dont nous réagissons à notre époque. Elles reflètent ce que veulent les consommateurs, ce dont ils ont besoin en période d'incertitude et de défi. Les consommateurs réclament aujourd'hui de l'authenticité, de la transparence et aussi de l'honnêteté de la part des marques avec lesquelles ils interagissent. La tendance finalement principale consiste à montrer comment votre marque vit véritablement ses valeurs. Et c'est pour ça que ça nous semblait important de parler du branding de mission et un peu plus précisément du branding à impact positif. Prêter attention aux tendances en branding nous indique aussi ce que le public recherche et comment les marques peuvent le satisfaire. Pour ce qui est du branding de mission, on le constate quotidiennement, il y a une vraie prise de conscience des marques sur un modèle de business associé à l'impact positif. Les entreprises aujourd'hui donnent vraiment du sens à leur mission. Elles le vivent, c'est vraiment le fil conducteur de leur entreprise. Et elles le mettent sur le devant de la scène et voire elles se créent aussi aujourd'hui autour de cette impulsion, autour de l'impact positif. Aussi, la plupart des marques comprennent désormais qu'il ne suffit pas de dire qu'elles se soucient de telle ou telle cause, elles doivent le prouver en ayant un impact concret. On a l'exemple aujourd'hui, alors il y a plein d'exemples de marques, là j'en ai pris un, c'est celui d'Opal qui a fait le choix vraiment de participer à la prise de conscience collective du vrai coût des bons produits. Opal, pour justifier ses tarifs, décompose régulièrement le prix de ses vêtements via des publications sur Instagram pour sensibiliser finalement son audience au coût de fabrication d'un vêtement. Donc là, on est sur une communication d'impact positif, on est sur une communication transparente. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que l'on recherche. La deuxième tendance qui est aussi, qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour du bold branding. Alors là, j'ai fait le choix particulièrement de mettre les deux extrêmes parce qu'on est vraiment dans cette communication des extrêmes. On est dans le branding des contrastes. Là, on va complètement assumer le parti pris d'un univers visuel. Pardon. Soit on est complètement minimaliste, soit à contrario exacerbé. Pour ce qui est du minimaliste, à la base, faire plus avec moins consiste à créer un plus grand impact avec moins d'éléments. C'est le contraire du minimaliste qui utilise des beiges, des blancs et des neutres avec beaucoup d'espace vide. Au lieu de cela, cette tendance utilise le moins d'éléments possible pour laisser s'exprimer la personnalité des marques au maximum. Ça rejoint aussi le branding à impact positif qui utilise beaucoup cette tendance visuelle. Visuellement, les marques utilisent une ou deux couleurs avec des polices de caractère larges et claires. Elles n'utilisent que ce qui est nécessaire pour communiquer clairement le message, le ton et la personnalité des marques. Cette tendance s'aligne sur le sentiment général d'avoir trop, alors que nous pouvons tous nous en sortir avec beaucoup moins. Cette tendance émerge aussi en réponse à tous ces excès. Et à contrario, on a le branding exacerbé. Alors là, on est sur un autre univers et effectivement, tout dépend de votre secteur d'activité, du message que vous voulez faire apparaître et de l'émotion que vous voulez aussi créer auprès de votre audience. Le branding exacerbé utilise l'imagerie visuelle et la couleur pour attirer l'attention et captiver les sens. Cette tendance fait souvent appel à des couleurs vives, à des polices de caractère assez audacieuses, assez marquées, assez déformées, ainsi qu'à des icônes ou à des logos percutants. Visuellement, ces marques donnent l'impression d'avoir beaucoup de choses à raconter grâce à l'utilisation de motifs, d'illustrations éparses et d'un maximum d'espace. En plus d'attirer l'attention, ces marques laissent au public finalement un sentiment de bonheur grâce à l'énergie qu'elles procurent, les couleurs vives, leur design, et aussi elles offrent une expérience mémorable et positive qui apporte vraiment
un léger soulagement dans ce monde qui est incertain. Quatrième tendance, enfin troisième, pardon, tendance. Donc là, on est sur l'univers de la tendance des émoticônes. Lorsqu'un logo et un nom de marque ne sont que du texte, remplacer un caractère par une icône ou une illustration peut être une façon aussi amusante d'injecter un peu de personnalité et de style dans son branding. On peut presque se passer là d'une baseline. Finalement, c'est la première chose que les consommateurs voient et qui capture vraiment l'ensemble de votre marque, son ton, son style, son apparence et votre produit. Ce style de branding décalé fait référence à votre entreprise de manière unique. Elle fait partie quasiment de votre logo, hein, et vous aide à vous démarquer. L'icône ajoutée est un indice visuel qui permet aux consommateurs de comprendre vraiment ce que vous faites dans un contexte où la durée d'intention, ça c'est vrai que c'est aussi un des critères à prendre en compte. Il faut être tout de suite percutant et tout de suite capter l'attention parce qu'on a une attention qui est de plus en plus courte, plus vite une marque a réussi à attirer notre attention et notre compréhension, mieux c'est. La quatrième tendance consiste à faire rire, à utiliser finalement l'humour ou la satire. On a tous besoin de rire de nos jours et les marques n'ont pas besoin de se prendre tout le temps au sérieux, même dans le secteur B2B. Je tiens à le dire parce que c'est vrai que là, on vient tous de secteurs, d'horizons différents, on fait la promotion de choses totalement différentes, mais le rire, s'il est bien utilisé, fonctionne quel que soit le secteur d'activité. Les consommateurs sont parfois plus réceptifs lorsqu'elles utilisent un peu d'humour dans leur branding. Plus que jamais, finalement, les consommateurs veulent que les marques soient proches d'eux. Ils veulent savoir que les marques vivent dans le même monde qu'eux aussi et traversent les mêmes épreuves, changement climatique, crise de santé publique, systèmes sociaux fragmentés, etc. Enfin, utiliser la satire, ça fonctionne. Alors, toujours bien équilibré, ça peut être aussi périlleux, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ce sont des moyens de créer ce lien et de nous aider à traverser des périodes difficiles. Voilà, c'est pas pour rien que le rire est le meilleur remède. Il nous fait du bien, soulage le stress et crée effectivement une expérience mémorable. Cinquième tendance, voilà, pour clore cette première partie, c'est le personal branding. Je garde le meilleur pour la fin de cette première partie. Les utilisateurs, autres que l'achat d'un produit, recherchent de la confiance et de l'identification lorsqu'elles achètent une marque aujourd'hui. C'est justement l'intérêt d'une personal branding, c'est un marketing personnel ou un marketing de soi-même. C'est ni plus ni moins le fait d'incarner son entreprise, de communiquer personnellement autour et de la porter à bras le corps. Là, on a deux exemples et vous allez voir, ces deux exemples utilisent le personal branding, mais pas que. Justine Hutto, par exemple, cofondatrice de Respire, a créé sa marque de cosmétiques écologiques en 2018 et elle a associé finalement trois tendances. Le branding de mission, le branding minimaliste, si vous allez voir ses packaging, on est vraiment sur un logo, une typo, des couleurs pastel, enfin, on est vraiment sur la mise en valeur du produit, et aussi le personal branding. Et tout au long du processus de création de son entreprise, Justine Hutto publie des posts sur son compte LinkedIn et Instagram de façon à documenter en fait ses avancées. Elle implique vraiment sa communauté. Et au fil du temps, c'est devenu finalement l'image de marque, l'image de sa marque. Elle a un autre cofondateur qu'on ne voit pas en fait. On connaît vraiment la marque aujourd'hui Respire par cette cofondatrice. Et le côté naturel de ces posts ont progressivement gagné en popularité. Aujourd'hui, ils génèrent de l'engagement à tous les coups. Et Marine et Quentin des Mini-Mondes, cofondateurs, ils ont voulu révolutionner l'industrie du jouet avec des jouets éco-responsables, modernes et non genrés. Et effectivement, en tant que jeune papa, Quentin voulait créer un univers qui ressemble à nos générations de parents. Il voulait transmettre des valeurs modernes qui parlent du monde. C'est ce qui leur a permis, avec sa cofondatrice Marine, de créer une marque très suivie en très peu de temps. Ils ont donné une identité à leur marque en poussant leur projet au maximum, que ce soit sur les réseaux sociaux, en faisant des interviews pour des grands médias aussi. Donc ils arrivent à allier ces deux modes de diffusion de contenu. Et c'est comme ça qu'ils ont fait progresser leur marque et aussi qu'un maximum des membres de leur entreprise parlent et relaient leur marque.
Effectivement, aujourd'hui, on peut aussi bien faire du personal branding en étant fondateur d'une entreprise qu'en étant aussi salarié. C'est les nouveaux influenceurs. Aujourd'hui, on communique, on fait vraiment, on est vraiment ambassadeur de sa marque. Afifia, qu'est-ce que tu penses, toi, du personal branding? Alors, le personal branding, c'est un petit peu la thématique clé de 2023. Mais ça fait écho surtout à toutes les tendances 2023 qu'on a listées, que ce soit la communication bold, le fait d'utiliser l'humour, le fait d'utiliser du branding soit minimaliste, soit au contraire hyper exacerbé, ou même le branding de mission. Le point commun quand même à retenir, c'est l'expression, le fait qu'on s'exprime. On se montre, on est vraiment dans une ère nouvelle et qui est un petit peu la conséquence de ce qui se passe sur les réseaux et de ce qui est en train de se passer en termes de vidéos, mais de ce qui s'est passé un petit peu les années précédentes. Donc on est vraiment un petit peu dans la conclusion de ça. On est dans l'expression, l'affirmation. On est aussi dans une volonté de montrer ce qu'on est pour communiquer, mais pas pour communiquer de façon protocolaire ou de façon ultra traditionnelle. On est là pour communiquer, pas pour des marques ou pour des entreprises, mais on est là pour communiquer pour des gens. Et C'est ce vrai. besoin, il vient, tout naturellement du fait que aujourd'hui, on voit les gens qui se filment, on voit des stories, on voit des TikTok. On a un rapport, en fait, avec les gens qui crée un nouveau besoin, c'est-à-dire le besoin de voir des visages, de voir de l'humain et qui nous rend un petit peu de plus en plus hermétiques devant une position ultra traditionnelle d'une entreprise qui se présenterait, hem un peu comme un mastodonte. Voilà. On a envie de voir les coulisses. D'ailleurs, les coulisses des entreprises, c'est une des thématiques qui cartonne le plus sur les réseaux sociaux, Ouais. en tout cas pour les contenus d'entreprise. Donc, c'est pas pour rien. Les gens ont envie de voir ce qui se passe. Les gens ont envie de voir les gens et les personnalités qui se cachent derrière les marques. Et ça, c'est particulier. C'est un tournant qui est clairement assumé et qui fait écho aux tendances de 2023, c'est-à-dire ce besoin de s'exprimer, de se montrer, de créer du lien et l'impact passe par là. Donc, quand on parle de personal branding, on parle de ça, on parle d'une volonté Mm. d'impacter. Et juste avant de passer à la suite, pour préciser, le personal branding, ça ne veut pas dire se transformer soi-même en marque. Ça veut dire Mm. mettre de ce qu'on est dans sa Oui, c'est marque vrai. ou son entreprise. Mm. Et on met ce qu'on est dans la marque ou dans l'entreprise qu'on crée. Pourquoi? Parce que ça permet de montrer une cohérence. Les gens sont hyper soucieux aujourd'hui, on parlait de branding de mission. Donc les gens sont soucieux de comprendre les valeurs, de comprendre un petit peu la quête profonde qui pousse les gens à créer une marque, à créer une entreprise, etc. Qu'est-ce qui pousse véritablement les gens? On a Le envie de why, en comprendre fait. ce qui se cache exactement. Et ça implique de penser au personal branding, même si on le faisait déjà jusque-là, hein. Envoyer un CV, ça relève du personal branding. C'est une façon de se montrer, de se Mm. présenter. Et aujourd'hui, qu'on mette en place ou pas une stratégie de personal branding, il faut avoir conscience que les gens voient notre personal branding, qu'on le travaille ou qu'on ne le travaille pas. C'est-à-dire la façon dont on se présente au monde, la façon dont les gens parlent de nous, tout ce qui constitue un petit peu notre image, volontaire ou involontaire, et qui constitue aussi plus globalement notre réputation. Donc là, on en vient à la partie 2, justement, impact, mémorisation et cohérence de marque, parce que la question de l'impact, la question d'être cohérent entre le pro et le perso, entre eux, et aussi la problématique de la mémorisation, c'est-à-dire comment impacter les gens, comment faire en sorte d'être suffisamment identifiable pour qu'on nous reconnaisse, pour qu'on pose sur notre marque ou sur notre entreprise un visage bien défini. Alors, avant d'aller plus loin, on définit très brièvement une marque. Je pense il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la communication ici. J'ai cru comprendre, donc je vais passer très vite là-dessus. Mais rapidement, une marque, on la définit de différentes façons. D'abord, c'est une marque qui doit être identifiable. Une identité, un branding, c'est d'abord une marque identifiable qui puisse créer du lien entre la cible, le client potentiel, la communauté et la marque. Créer du lien, être identifiable, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est évidemment d'avoir une imagerie reconnaissable. Ça passe donc par tout ce qui relève de l'identité visuelle, l'image, le contenu visuel que vous allez créer. C'est aussi la voix et la personnalité, donc tout ce qui est en lien avec le branding de mission, c'est-à-dire qui vous êtes, comment vous parlez, comment vous vous adressez à votre communauté, à votre audience. Est-ce que vous avez une posture qui doit être en accord avec votre corps de métier? Par exemple,
si vous travaillez dans le luxe, vous n'allez pas avoir la même attitude, la même façon de vous exprimer et de présenter vos produits que si vous êtes dans une approche de développement durable, d'artisanat et de produits faits maison, par exemple. Donc, il est important de se pencher sur cette question-là. Une marque, c'est également une empreinte sociale, c'est-à-dire ce que vous allez laisser, ce que vous laissez, ce que vous laissez de mémorisation, de souvenirs chez les gens qui voient votre contenu. Vous savez, il y a une phrase qui est très pertinente et qui dit que, en gros, on ne se souvient pas forcément de tout ce qu'on a fait avec les personnes qu'on a aimées ou qu'on a appréciées. Par contre, on se souvient de la façon dont on s'est senti en contact avec ces personnes-là. C'est exactement le même fonctionnement avec la marque, c'est-à-dire faire en sorte de donner un bon ressenti. C'est pour ça que la question de la positivité, le fait de s'exprimer de façon positive, de montrer ses missions, d'être ouvert et assez franc, sincère sur ses valeurs et sur ce qui anime votre création, vos projets, etc. C'est quelque chose qui contribue à ça, qui contribue à cette empreinte sociale et qui contribue à cette empreinte même émotionnelle. Et c'est par l'émotionnel aujourd'hui que les choses passent. Si par exemple aujourd'hui les types de contenus qui cartonnent le plus, qui sont les contenus qui sont les plus interactifs, des contenus vidéo, des contenus même très courts où on va voir voilà une personne qui va parler, qui va partager quelque chose, etc. C'est parce que ça crée de l'émotion. Voir de l'humain, ça crée de l'émotion. Donc une marque qui est forte, c'est une marque qui assume aussi cette partie-là, qui ne parle pas dans une extrême neutralité, ce qui était plutôt la Je veux tendance venir des sur marques. Zoom et je fais partage. Pardon? Ah, je pense que Ah, quelqu'un c'est a un laissé micro qui son est ouvert. micro ouvert. Ah, je viens de le fermer. Merci. Et puis évidemment, mais comme tu disais, Carole, c'est la question du why. Et oui, le dernier point, c'est qui on est, à qui on parle et comment. Voilà. Donc ça, ce sont des points à avoir en tête quand on pense à développer sa marque. Il y a un petit schéma. Donc il y en a trois hein, là qui vont venir, mais ne vous inquiétez pas, ça va passer très vite. Pour la partie marque et image, c'est important quand on crée son branding ou quand on pense branding de séparer les deux, de travailler d'abord sur la marque et de développer ensuite l'image. La marque, c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de bâtir, de poser les fondations. Donc, c'est ce qui va être en rapport avec la plateforme de marque qu'on va voir juste après. La définition de vos spécialités et de vos activités. C'est important de sélectionner, de prioriser ses compétences. C'est pas parce qu'on a des compétences beaucoup de domaines qu'il faut miser sur tous ces domaines. Il faut au contraire pouvoir se limiter et essayer de sélectionner les quelques spécialités ou activités dans lesquelles on est les meilleurs. Point. Le dernier point, c'est l'identité sociale. Et l'identité sociale, c'est ce que je vous expliquais précédemment, donc tout ce qui est en lien avec l'empreinte sociale, mais aussi la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous vous demandez à qui vous vous adressez, et puis c'est la façon dont vous allez être perçu de l'extérieur. Donc là, ce sont les grandes problématiques pour la définition de la marque. Et ensuite, il y a l'image, donc ça c'est en lien avec l'identité visuelle, donc les éléments visuels, les modes de représentation, votre visage. Un petit peu, en fait, si on devait représenter cette slide, cette image, et qu'on devait la symboliser pour un être humain, on dirait que la marque, c'est un petit peu les fondations, ce que vous êtes, votre esprit, vos valeurs, vos ambitions, vos intentions. Et puis la partie image, c'est la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous présentez. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut percevoir. C'est exactement comme ça qu'il faut percevoir, ou en tout cas essayer de penser au branding quand on démarre, et plus particulièrement quand on démarre de zéro. La plateforme de marque, qu'est-ce que c'est? La plateforme de marque, c'est un outil qui va vous permettre de brainstormer, d'établir les grandes lignes de la fondation de votre marque ou de votre branding. C'est ce qui va vous permettre de définir les contours un petit peu de votre marque et de définir les contours de votre identité. Donc, on va d'abord se poser et s'interroger sur son parcours et le storytelling, c'est-à-dire pourquoi on est là. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce produit, cette marque, cette entreprise? C'est très important parce que c'est aussi en écho avec le personal branding. Les gens sont très intéressés par les coulisses, par la façon dont les entreprises se créent, etc. Donc, partagez votre parcours, partagez votre témoignage. Ça humanise le processus de création de votre branding. Mais en plus de ça, ça crée une connexion, ça crée un lien. Et puis, ça retire aussi la pression qu'on peut avoir et qu'on pouvait avoir jusque-là dans les entreprises où on était censé avoir une image un peu parfaite. Aujourd'hui, on peut créer une entreprise, une marque et ne pas se
positionner sous l'angle de la perfection, le professionnel ultime, etc. Donc, vous pouvez présenter votre parcours, vos storytelling, par exemple, expliquer que vous avez eu envie de créer cette marque parce que vous avez constaté dans votre quotidien que ce que vous recherchez, le produit que vous vouliez n'existait pas. C'est le cas par exemple de la marque Respire, hein, ça a été un des points de motivation de la création de la marque. Donc ça, c'est important d'étudier votre parcours et votre storytelling. D'abord pour vous, parce que comme ça, vous savez pourquoi vous le faites, vous êtes au clair aussi avec vous-même, parce qu'il y a des gens qui vont se lancer dans un processus de marque et qui vont réaliser au bout de quelques mois qu'en fait, c'était pas ça. Parce qu'ils ne sont pas passés par ce type de réflexion. Donc, c'est très important de passer par là. Et puis, en plus, on ne sait jamais si votre marque explose et que vous êtes interviewé ou qu'un média vous pose des questions sur la création de votre entreprise. Bah, du coup, vous aurez une anecdote de storytelling à partager et c'est très intéressant et très instructif pour les gens. Second point, définir votre spécialité. Votre spécialité, indéniable. Dans quoi vous êtes le meilleur? C'est le moment de faire le point sur vos compétences réelles, sur vos points faibles et vos points forts. C'est le moment de vous regarder en face et Mmh. de reconnaître parfois des choses, même si on n'a pas envie de les reconnaître, et c'est important de le faire. Ça passe par là. Et c'est aussi en faveur de la réussite de votre projet. L'autre point, c'est les valeurs, toujours en rapport avec le branding de Misson, comme le citait tout à l'heure Carole. Définir vos valeurs, c'est important. Aujourd'hui, alors de toute façon, dans l'absolu, c'est important. Mais plus encore aujourd'hui, parce que les actions sociales des entreprises, positives ou négatives, sont valorisées, sont pointées du doigt, sont citées pour le meilleur et pour le pire aussi. Donc c'est très important de faire le point sur vos valeurs, de savoir où vous vous positionnez dans le monde dans lequel on est. C'est-à-dire aujourd'hui, parmi les problématiques qui sont les nôtres, hein, qui vont toucher le social, le politique, l'entrepreneurial, la finance, l'économie, il est important de savoir vous situer. Parce que au mieux vous vous situerez et au mieux vous serez compris de votre cible. Très souvent, une marque qui n'arrive pas à atteindre sa cible, c'est une marque qui n'a pas su bien se définir et qui n'a pas compris qui elle pouvait toucher et qui elle devait toucher. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est qu'une marque qui peut ne pas fonctionner, c'est une marque qui n'a pas été au clair avec ses valeurs et donc elle a prétendu avoir des valeurs qu'en fait, dans les actes, elle ne montre pas. Et ça crée une incohérence et une perte de confiance. Donc, c'est important de vous positionner sur ça. Même si ça a l'air abstrait, c'est fondamental. La plateforme de marque, c'est fondamental. L'autre point, c'est la personnalité. La personnalité de marque, donc qui vous êtes, la voix, les visuels que vous allez choisir, etc. On va y revenir un peu plus tard. Et puis enfin, les supports. Sélectionnez les supports qui sont les plus pertinents. Alors, la première erreur de beaucoup de marques ou de créateurs de projets, de produits qui commencent, c'est de vouloir se mettre sur tous les supports. Ça ne sert à rien. Privilégiez les supports où se trouve votre audience, où se trouve votre cible, c'est tout. Ça ne sert à rien, surtout pour commencer, on a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire pour essayer de comprendre, d'étudier la cible, etc. Ça ne sert à rien d'aller créer des comptes sur tous les supports et d'essayer de communiquer sur tous les supports. C'est une perte de temps et vous allez communiquer à vide. Il vaut mieux sélectionner les supports sur lesquels vous êtes sûr que votre audience se trouve. Si c'est par exemple une audience qui est voilà, très professionnelle, voilà, classique, professionnelle, traditionnelle, on va dire, vous pouvez aller sur LinkedIn, vous pouvez très bien vous contenter de LinkedIn. Par exemple, pour communiquer avec un site internet, vous n'êtes pas obligé pour commencer de créer un compte sur tous les réseaux. Vous pouvez le faire si c'est pertinent pour votre SEO, pour les hashtags que vous allez utiliser, pour le type de contenu que vous voulez proposer. Ça sert à rien d'aller par exemple sur TikTok si votre contenu est uniquement optimisé pour LinkedIn, par exemple. Ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux se concentrer sur sur une ou deux plateformes uniquement, mais de faire beaucoup de contenu sur ces plateformes-là, plutôt que de s'éparpiller. Voilà. Donc là, ce sont les 5 points voilà, vraiment essentiels pour la plateforme de marque. Il y en a d'autres. Moi, je vous partage voilà, les essentiels. On vous partage une sélection qui est une très, très bonne base. Vous êtes libre après d'aller en utiliser d'autres et vous êtes libre aussi d'ajouter vos propres éléments si vous les estimez importants. Pour faire un point global et pour finir avec cette partie schématique, voilà, vous pouvez faire par exemple une capture d'écran de cette slide. C'est un résumé du fonctionnement de la stratégie de branding. Alors, c'est une proposition parmi d'autres, mais on va dire que celle-ci est la plus complète. Alors d'abord, il est important de dire qu'on ne met pas en place de branding sans stratégie. Voilà.
On ne se lance pas comme ça. Il peut y avoir des exceptions, hein. On ne dit pas que ça n'existe pas, il y a des exceptions pour tout. Mais pour commencer, le plus sécure et le plus raisonnable, c'est vraiment de mettre en place une stratégie. Ça va être utile à la fois pour l'évolution de votre projet, mais aussi pour vous, parce que mettre en place une stratégie, ça vous aide, vous, à mieux vous définir, à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. Donc, c'est un processus qui est inévitable, à notre sens. Quand on veut mettre en place une stratégie de branding, il y a d'abord tout ce qui concerne la marque. Donc, ça veut dire d'abord définir votre ou vos spécialités. Définir vos ou votre spécialité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être capable de présenter votre activité, votre projet, votre marque, peu importe, en une phrase. Si vous avez besoin de 10 phrases, de 5 lignes pour expliquer votre projet, ça veut dire que ce n'est pas assez défini. Il n'y a, pas à chercher. Voilà. Quand on vous demande ce que vous faites ou quand on vous demande de définir votre projet, vous devez être capable de le définir très rapidement et très simplement en une phrase. C'est un peu ce qu'on appelle plus ou moins vulgairement un pitch. Ça peut paraître anecdotique, c'est fondamental. Et si vous êtes amené, par exemple, un jour à mettre en place des partenariats ou à lever des fonds, rencontrer des investisseurs, je vous garantis qu'il y a une grosse différence entre un partenaire qui est capable de définir son projet en une phrase et un partenaire qui, pour le définir, a besoin de circonvolutions et de plus d'1 minute ou 2 minutes. Donc pensez à ça, à définir bien vos spécialités et votre spécialité ou votre spécialité parce que ça va vous permettre de définir et de délimiter l'identité de votre branding. Première chose. Deuxième chose, définir vos services, les activités et les supports. Donc là, on rentre un peu plus dans les détails de la spécialité. Quels sont les services que vous allez mettre en place au sein de votre spécialité? Quelles sont les activités que vous allez faire? Et quels sont les supports que vous allez choisir? Donc les plateformes de communication. Enfin, il y a tout ce qui est en lien avec l'identité, donc la voix, la personnalité, le storytelling, donc voilà, les témoignages, raconter votre parcours, etc. Et c'est ce qui va constituer votre réputation. Donc le cœur de la marque, il est là. Et évidemment, quand je parle de spécialité, j'intègre également les produits, hein. Quand je parle de spécialité, ça peut être aussi bien une activité, une compétence qu'un produit. Évidemment, on s'entend bien là-dessus. L'autre point, c'est l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est ce qui est en lien avec l'image. Donc là encore, hein, pour revenir à la slide précédente, marque et image. Donc là, on revient sur l'identité visuelle, donc tout ce qui va représenter votre charte graphique, c'est-à-dire le logo, les couleurs, les images, la typographie, mais également le slogan et le message. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le processus global de la mise en place d'une stratégie quand on parle de branding. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet du personal branding qui est fondamental en 2023 et qui, en plus d'être fondamental, comme je vous le disais, il ne s'agit pas de transformer votre identité en marque. On n'est pas là-dedans, bien qu'il y en a qui le font, hein, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ce n'est pas le but. Le but du personal branding, c'est de mettre ce que vous êtes dans votre marque. Pourquoi? Parce que ça va créer une cohérence, parce qu'on va vous croire, hein, tout simplement. Il s'avère que au début d'Internet, les entreprises qui, en tout cas, le contenu qu'on trouvait sur Internet, qu'on trouvait sur le web, c'était un contenu qui était produit par les entreprises, par les créateurs, les graphistes, voilà, les entrepreneurs, les grosses marques qui créaient leur propre site, etc. Donc on était vraiment sur quelque chose sur un monopole entrepreneurial traditionnel. Les réseaux sociaux sont arrivés ensuite, alors je vais très vite dans le schéma, mais c'est un peu ça. Les réseaux sociaux sont arrivés ensuite. Et en arrivant, ils ont intégré les gens, les individualités, les créateurs plus indépendants et d'autres corps de métier. Donc, ça s'est mélangé. Et avec l'essor des réseaux sociaux, avec l'accélération, notamment TikTok, les stories, etc., où on s'est montré, où on a donné la parole au plus grand nombre, il y a une nouvelle tendance aujourd'hui qui est représentée par les influenceurs, même si le terme influenceur est un petit peu caricatural, mais on va dire influenceurs créateurs, qui, eux, créent du contenu beaucoup plus engageant et qui est beaucoup plus rémunérateur et beaucoup plus vendeur. Donc, on en a conclu que l'arrivée de l'influence et le fait de se montrer, de communiquer directement à l'audience a agrandi l'envie et le besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir affaire à un humain plus qu'à une marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques qu'on va apprécier et qui vont être populaires, ce sont les marques qui ne vont pas forcément se cacher derrière une affiche, derrière une marque, derrière un logo, mais qui vont montrer leur humanité. Montrer son humanité, ça ne veut pas forcément dire montrer son visage si vous ne voulez pas le faire. Mais ça veut dire en tout cas créer du lien.
et se focus sur ça. Et pour le faire, vous devez être en cohérence avec soi-même, avec vous-même, et vous devez apprendre à vous connaître. C'est non négociable. Donc, dans le personal branding, quand on parle de ça, on parle de cohérence d'abord, on parle d'une marque qui va être une représentation d'un produit, mais également votre représentation personnelle. Première chose. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une continuité entre votre identité professionnelle et votre identité personnelle. Voilà, il faut qu'il y ait un lien. C'est-à-dire que quand vous mettez en valeur une marque ou quand vous mettez en avant une marque, que vous travaillez pour une marque, si un jour un partenaire, une autre marque ou un client est amené à vous voir, il peut être dérangeant de voir un écart ou quelque chose qui ne colle pas entre l'identité de la personne qui a créé la marque et la marque elle-même. Ensuite, il y a la maîtrise réputationnelle. Le personal branding, c'est ça. Si vous arrivez à créer une cohérence entre ce que vous êtes et la marque, si vous arrivez à mettre ce que vous êtes dans la marque et à ne pas jouer un rôle, vous vous pourrez au moins garantir un équilibre de réputation. Voilà, vous serez au clair avec vous-même et avec la marque que vous représentez. Tout ça représente, comme je l'ai dit encore une fois, la cohérence de marque. Et du Juste coup, rapidement, justement, ouais, oui. Non, vas-y, Carole. ouais, je me disais, est-ce que tu as des exemples justement de bonnes ou de mauvaises pratiques en personal branding? Oui, carrément. Alors ça, par contre, elle est sur la slide d'après. Mais je Ok. peux la montrer avant si tu veux. Alors pour les do's et les don'ts, alors il y a différentes choses. La première chose quand on parle de personal branding, la première erreur, donc la première chose à ne surtout pas faire, c'est de confondre le perso et le privé. Le perso et le privé, ce sont deux choses différentes. C'est pas parce que vous vous montrez, c'est pas parce que vous exprimez vos valeurs ou que vous montrez qui vous êtes que vous allez montrer votre vie privée. Il y a une différence entre les deux. Il y a des gens qui ont du mal à le faire, bien que voilà, sur certains réseaux, ça peut fonctionner et que l'humain est avide de ça. Voilà, mais c'est important de ne pas confondre les deux et de bien comprendre que personal branding, ça ne veut pas dire montrer sa vie privée. Première chose. Deuxième chose, se lancer sans stratégie, c'est la pire des choses. Ne pas avoir de cible définie, c'est-à-dire quand vous mettez en place une stratégie de branding ou de personal branding, il est important de savoir, d'essayer de comprendre à qui vous parlez, c'est-à-dire qui est votre cible potentielle. L'autre erreur, c'est de se cacher derrière un persona, c'est-à-dire de se cacher derrière un personnage qui n'est pas vous. D'expérience, je peux vous dire, ça ne sert à rien. Voilà. Non seulement ça ne sert à rien, mais en plus de ça, ça peut se retourner contre vous. Et aujourd'hui, sur Internet, on n'oublie rien. Malheureusement, il y a très peu de droit à l'oubli sur Internet, puisque voilà, la moindre erreur que vous faites, elle est immortalisée pour toujours. Donc, ne perdez pas votre temps à jouer un rôle, parce que même si le rôle peut aujourd'hui correspondre à ce que vous avez envie de devenir aujourd'hui, ça peut ne pas être le cas dans 5 ans ou dans 10 ans, et là, vous serez bien embêté. Vous allez devoir vous battre pour essayer de travailler sur une cohérence entre ce que vous êtes à présent et ce que vous étiez avant, etc. Donc, essayez de ne pas vous cacher derrière un personnage qui n'est pas vous. Et puis enfin, la dernière erreur, c'est de ne pas poster régulièrement. En personal branding, il est important de poster régulièrement. Pourquoi? Parce que ça crée inconsciemment dans l'esprit de votre audience un rendez-vous. Et ce, peu importe que quand je dis poster régulièrement, ça ne veut pas dire tous les jours. Ça ne veut même pas forcément dire toutes les semaines si vous avez envie de poster uniquement une fois toutes les 2 semaines. Mais ce qui compte, c'est que si vous choisissez un rythme, si vous choisissez de poster une fois toutes les 2 semaines, gardez ce rythme de poster une fois toutes les 2 semaines. Voilà. C'est important d'avoir cette régularité, même si vous ne vous en rendez pas compte. Non seulement c'est bon pour les algorithmes, parce que les algorithmes adorent la régularité. Voilà, il n'y a pas d'autre règle en fait. La première base, on peut penser au contenu, on peut se dire quel type de contenu je peux faire pour les algorithmes, etc. La première des choses, c'est de poster régulièrement. Point. Donc choisissez votre régularité. Et puis les bonnes pratiques, en tout cas les douces, ce qu'il faut faire, c'est faire un bilan de compétences. Quand il s'agit de définir ses activités, ses spécialités, il est important de savoir définir ses compétences, c'est-à-dire savoir définir pour vous-même vos points forts et vos points faibles. Et si vous déterminez vos points faibles, si vous définissez des points faibles qui sont pourtant déterminants pour votre activité, soit vous vous formez, soit vous déléguez. Voilà. On ne crée pas une entreprise en mettant en valeur une spécialité ou des compétences pour lesquelles on est moyen, parce que ça, c'est la meilleure chose pour aller dans le mur. Alors après, je parle évidemment de spécialités dominantes. Parce qu'après, quand on crée une start-up ou une entreprise, on apprend sur le tas, hein. C'est la vie de la start-up. On apprend sur le tas. Mais il est quand même important d'avoir en tête ces compétences dominantes. Voilà. En doux, exprimer son identité. Voilà. Exprimer vos valeurs, communiquer, parler.
Choisissez les supports où se trouve votre cible. Donc, essayez de comprendre à qui est destiné votre produit, votre entreprise, et sélectionnez les supports sur lesquels elle se trouve. Point. Ayez une approche holistique. Alors, une approche holistique, c'est une approche d'ensemble. Ça, c'est très en accord avec le personal branding. Le personal branding, c'est une approche d'ensemble parce que on n'est pas uniquement dans l'approche de promotion de produits ou de promotion d'entreprise, on est dans quelque chose de plus global puisque vous intégrez votre personne, vous intégrez ce que vous êtes dans ce que vous faites. Donc, on est vraiment dans une approche globale. La façon dont vous communiquez avec votre audience doit plus ou moins quand même ressembler à la façon dont vous voulez communiquer vos valeurs ou communiquer humainement tout simplement. Et puis enfin, les doux, humaniser sa communication. Donc, pour humaniser sa communication, il y a 4 éléments de base. Voilà, on va dire la règle des 4. D'abord, c'est la voix et la personnalité de marque. Ensuite, le message de marque. Le message, ça comprend évidemment le slogan, mais ce que vous faites, c'est-à-dire être capable de définir ce que vous faites en une phrase, mais également tout ce qui est en lien avec, je ne sais pas, le logo, le slogan, etc., ou les slogans secondaires. Les visuels de marque, donc l'identité visuelle. La charte graphique plus précisément, et puis enfin la récurrence graphique multiplateforme. Alors ça, c'est un terme un peu compliqué, juste pour dire qu'en gros, il est important d'avoir une cohérence de contenu selon les visuels et les plateformes que vous utilisez. Par exemple, si vous avez une ligne graphique pour votre site internet, il est pertinent d'utiliser la même sur tous les autres réseaux et toutes les autres plateformes que vous allez utiliser. Donc cette récurrence graphique, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la cohérence visuelle, la cohérence, la récurrence graphique. Alors en termes de cohérence graphique, ce que je ne saurais que trop vous recommander, c'est de faire ce qu'on appelle un brand board. Donc là, par exemple, on a un même brand board pour deux marques différentes, mais voilà, c'est deux styles de brand board. Dans le premier, on voit par exemple toutes les couleurs de la marque avec les codes. On voit également les typographies qui vont être utilisées par la marque. On voit le logo et puis on voit les backgrounds. En bas, les éléments que vous voyez, les éléments contrastés, ce sont des éléments qu'on peut utiliser en background. Et en dessous, on voit un mood board de photographie. Ça, c'est un petit peu comme une base de travail pour vous, mais également pour les gens avec qui vous allez travailler. Si par exemple vous êtes amené à travailler avec des graphistes ou avec des professionnels de l'image, ça évite les erreurs, ça évite les changements d'avis en cours de route, tous les problèmes de compréhension, de communication. Ça va vous faire gagner un temps fou, mais surtout, ça va vous permettre d'incarner votre marque. Le brand board, c'est le premier support avec lequel on incarne sa marque. Donc, c'est excessivement important, je ne vous le cache pas. C'est surtout essentiel parce qu'il suffit de ne pas en avoir pour que sa marque soit inconsistante, pour qu'on ait du mal à avoir confiance en la marque. Et puis surtout, ça permet de donner de la solidité, du corps à votre marque. Ça permet de l'incarner. L'autre élément qui est important, c'est la voix. Quand je parle de voix, donc c'est la façon dont vous vous exprimez, mais c'est également la police, puisque la façon dont vous vous exprimez à l'écrit ou à travers vos contenus, ça se voit à travers les textes. Et donc, c'est ce qui est en lien avec la typographie. Il est important de bien choisir votre typographie. La typographie, elle va définir un ton. Si vous choisissez une typographie classique, vous n'allez pas avoir forcément le même impact que si vous utilisez une police ou une typographie plus créative, plus libre ou manuscrite. Donc ça participe de l'authenticité. Donc la voix, la typographie, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas sous-estimer et c'est ce que pourtant beaucoup de gens estiment à tort. Donc je vous ai fait ici un petit tableau dans lequel on a inséré les typographies qui sont très populaires en ce moment chez Canva. Ce sont des typos qui sont très variés. Il y a à la fois des polices classiques et puis à la fois des polices plus libres. Ça peut être pertinent de mélanger, d'avoir une police classique, une police plus libre pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez faire des essais, mais dans tous les cas, amusez-vous. Si vous ne savez pas très bien comment associer les typographies, vous pouvez regarder les templates Canva, voir des typographies des polices, voir comment les polices sont agencées et sont réunies, et puis vous pouvez vous inspirer de ça. C'est ce qui va vous permettre de mettre en place une personnalité visuelle. Il y a la voix, la typographie, mais il y a également tout ce qui est en lien avec l'image pure, donc les choix des couleurs, les choix des contrastes. Je ne sais pas si vous le savez, mais on sait par exemple que sur un réseau social comme Instagram,
lorsque vous défilez et que vous allez faire défiler, que vous scrollez indéfiniment, on sait que ça a un impact cognitif et que les visuels qui vont le plus ressortir sont les visuels qui ont un contraste fort. Donc la question du contraste, elle est très importante. C'est ce qui fait écho à l'impact cognitif. C'est-à-dire que quand on crée un visuel, on touche le cerveau des gens. Qu'est-ce qui fait qu'une image va plus toucher une personne qu'une autre? L'élément particulier, le premier, c'est la couleur, évidemment, et puis le contraste, et c'est ça qui va apporter la mémorisation. C'est ça qui va faire qu'on va retenir, qu'on va identifier et qu'on va se souvenir de votre contenu. Donc, on ne sous-estime jamais la couleur et le contraste. En troisième partie, là, je vais terminer ma part en vous partageant quelques outils et tutoriels avec Canva. Donc, on va commencer par l'outil le plus essentiel qui est le tableau d'identité visuelle. Le tableau d'identité visuelle, c'est votre tableau de bord sur Canva. C'est le tableau sur lequel vous allez rentrer toutes vos couleurs, sur lequel vous allez rentrer toutes vos typographies et tout ce qui constitue votre image. Vous allez également pouvoir rentrer vos logos. Donc en gros, tout ce qui constitue votre marque, ça va être dessus, sur ce tableau d'identité visuelle. C'est très important parce que ça va également faciliter la création. Ça va faciliter la création de vos contenus sur Canva puisque tout va être automatisé. Vous aurez juste à cliquer sur votre palette, sur vos éléments pour les intégrer sur n'importe quel template. Donc, c'est un gain de temps assez important. Deuxième point, le kit média. Évidemment, les modèles de kit média, vous pouvez les utiliser pour combiner, pour représenter votre marque, pour l'intégrer en fait dans un fichier que vous pourrez partager, soit pour des médias, soit pour de la presse, soit pour des partenariats, soit pour vos collaborateurs. Donc c'est important de regarder comment vous pouvez mettre en place un kit média. C'est quelque chose qu'on demande beaucoup. Deuxième point, ce sont les kits et les ressources. On est toujours dans la partie kit média, mais c'est plus axé kit marketing, où là, vous allez pouvoir retrouver une palette avec tous les éléments clés de votre marque. Ça peut être vos bannières, ça peut être un template, une base de template pour vos réseaux sociaux, ça peut être votre carte de visite, ça peut être tout et n'importe quoi, mais disons que c'est une sorte de tableau de bord aussi sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous les éléments de base pour faciliter votre communication. Si vous avez par exemple un post de réseau social à faire, vous allez directement dans votre kit de ressources, vous prenez voilà, votre base de posts de réseaux sociaux que vous avez créé et vous intégrez, vous changez le texte, ça permet de faciliter et d'accélérer la création. Dernier point pour les templates, donc ce sont les templates Canva qui sont les plus pertinents pour le branding. Donc on a les templates de présentation, de logo et de signature, newsletter, carte de visite, présentation mobile, vidéo, social media, site web, documents, infographie et merch. Donc pour le merch, c'est tout ce qui est impression de votre marque sur des objets, que ce soit des tote bags, que ce soit des tasses, des t-shirts, etc. Tout ce qui permet d'incarner votre marque. Donc, ça peut être pertinent pour vous. En tout cas, ce sont les templates qui sont les plus utilisés chez Canva en lien avec le branding. Je vous ai mis ici des mots-clés, les mots-clés les plus pertinents à utiliser quand on veut trouver du contenu autour du branding sur Canva. J'ai mis évidemment ici en valoriser la mention de toujours faire des recherches en français et en anglais sur Canva pour avoir une plus grande variété de templates et de propositions. C'est un gros élément différenciateur hein, parce que quand vous recherchez des éléments en anglais en France, vous avez de grandes chances d'utiliser des templates qui ne sont pas utilisés jusque-là. Et même quand vous utilisez des templates en français ou que vous faites des recherches en français, n'hésitez pas à scroller et à ne pas utiliser les premiers, puisque les premiers sont souvent les templates qui sont les plus utilisés et donc qui sont le plus souvent trouvables sur les réseaux. Donc pour personnaliser vraiment au maximum vos templates, n'hésitez pas à personnaliser et à vraiment vous pencher sur les recherches. Les palettes style image. Alors, la palette style image, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir personnaliser en un clic n'importe quel template. Par exemple, lorsque vous avez rentré sur le tableau d'identité visuelle vos couleurs, vous allez retrouver toutes vos couleurs dans la partie style template. Et donc, vous avez juste à cliquer sur vos couleurs pour automatiser, personnaliser avec vos couleurs n'importe quel template, comme on peut le voir ici. Ça marche également avec les palettes typo sur la slide d'après. Voilà, ça marche également avec les polices. Comme vous aurez préalablement entré vos typographies sur le tableau d'identité visuelle, vous pourrez les retrouver ici et donc vous pourrez remplacer n'importe quel template Canva avec vos polices ou vos typographies de marque. Donc là aussi, c'est un gain de temps
peu négligeable quand on fait de la création de contenu pour la marque. Et puis enfin, il y a les palettes style en général qui peuvent combiner les deux. Donc, où là, on va quasiment tout changer sur la base d'un template de présentation. En utilisant ces palettes style, on peut complètement changer en un clic le rendu graphique de n'importe quel template. Un autre élément qui peut être pertinent aussi, qui peut être utile pour vous sur Canva quand on met en place son branding ou son personal branding, c'est le site web. Vous pouvez désormais maintenant créer vos sites web sur Canva en responsive, sans codage. L'outil suivant, c'est la Canva Color Wheel, qui est une des stars de Canva, en tout cas parmi les outils Canva, et qui est méconnue à tort, puisque en fait Canva Color, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir trouver des palettes à partir d'une couleur. Si par exemple vous avez choisi la couleur dominante de votre marque, de votre logo, mais vous ne savez pas comment la combiner, vous ne savez pas comment créer une palette avec la couleur que vous avez choisie. Vous entrez le code de votre palette sur Canva Color Wheel et l'outil va vous générer les meilleures palettes, les couleurs qui vont le mieux avec votre couleur dominante. Donc ça, c'est un outil qui est non négociable. On peut retrouver tous les outils colorimétriques de Canva sur cette adresse canva.com/color, c'est là où vous allez retrouver tous les outils. On va d'abord retrouver l'outil Color Palette Generator qui permet de générer une palette à partir d'une photographie. On va également retrouver... Ah non, ça c'est... Est-ce que... Ouais, Ah. merci. Merci Carole. Donc voilà, ça peut être pratique parce que très souvent, les gens qui mettent en place un branding n'ont pas toujours une idée des couleurs ou de la ligne graphique qu'ils veulent utiliser. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est regardez vos photos, regardez les photos de vos produits, par exemple, intégrez les photos de vos produits et regardez un petit peu les palettes que l'outil va vous générer en regardant les photos de vos produits. Ça peut être une façon de générer des palettes qui sont en accord avec votre ligne de marque. Deuxième point, donc c'est Canva Colors qu'on vient de voir. Il y a également Color Palette IDs sur cette page-là, sur laquelle vous pourrez voir tout un panel de palettes colorimétriques différentes. Et puis enfin, on a le Color Meaning qui vous montre toutes les significations des couleurs. Parfois, quand on cherche une couleur pour sa marque, un conseil qu'on peut vous donner, c'est de réfléchir aux valeurs que vous voulez mettre en avant. Et sachez qu'il y a toujours une couleur qui représente une valeur. Donc n'hésitez pas à vous intéresser sur la symbolique des couleurs. Sur la slide suivante, on a le redimensionnement magique qui est là aussi un autre outil incontournable de Canva qui permet de traduire et de redimensionner en un clic n'importe quel visuel en l'autre format de votre choix. Là, par exemple, c'est un contenu pour Instagram et on voulait le transformer en story, ce qu'on a fait en un seul clic. Voilà. Et en un seul clic, on peut le transformer en contenu de story. Voilà. On va également trouver l'éditeur vidéo, qui est un outil qui vient d'arriver en 2022 et qui va complètement, énormément même évoluer en 2023, puisque toutes les fonctionnalités de montage vidéo sont déjà en cours de développement et vont bientôt sortir. Donc, vous allez voir prochainement de nouvelles fonctionnalités sur ça. Mais vous pouvez d'ores et déjà faire du montage vidéo, ajouter de la musique, faire des réels ou des vidéos de présentation ou des vidéos plus créatives. Donc, on est très content de ce nouvel outil. On va également trouver l'effaceur d'arrière-plan. Jusque-là, l'effaceur d'arrière-plan concernait uniquement les images, mais il concerne également maintenant les vidéos. Ça veut dire que lorsque vous vous filmez, vous pouvez dorénavant retirer l'arrière-plan de votre vidéo et le remplacer par une autre vidéo. Voilà, donc ça permet une plus grande versatilité, une plus grande créativité. Voilà, et puis je vous laisse avec les bonnes pratiques et Carole qui reprend la main. Super, merci Afifia pour la présentation de ces outils, puis de ces innovations, tous ces conseils pour bien façonner le branding, que ce soit via les outils sur Canva ou qui sont, enfin, c'est top parce que finalement c'est accessible à tous et aujourd'hui on peut vraiment faire du design facilement avec Canva. Voici maintenant effectivement les bonnes pratiques
pour bien utiliser votre branding, plus dans une logique de captation et d'acquisition digitale. Effectivement, on l'a vu, il est nécessaire d'avoir un branding cohérent, impactant, et il faut aussi l'utiliser à bon escient pour avoir une meilleure visibilité sur le web. Effectivement, comment bien assembler le tout? La première chose, c'est de bien penser vos contenus. Donc on l'a vu hein, tout au long du webinaire. Et moi, j'ajouterais bien les penser en fonction d'un funnel de captation de votre audience. Effectivement, vous allez vous rendre visible auprès de votre audience et puis ensuite, vous allez réussir à maintenir le contact avec elle dès lors qu'elle se sera engagée, soit vous communiquer un email, soit vous suivre sur les réseaux sociaux pour ensuite la convertir en client. L'inbound marketing va vous y aider. C'est une technique de marketing digital qui cartonne toujours autant. Elle permet de séduire et d'attirer naturellement votre audience grâce à du bon contenu et à une visibilité pensée en fonction des intentions de recherche sur le web de votre audience. Donc on le voit ici en fait sur le schéma, vous allez découper en fait la création de vos contenus en fonction des étapes de conversion. Donc c'est assez mécanique, hein, mais ça fonctionne très bien. Vous allez pouvoir attirer sur le web via votre blog ou le référencement naturel. Donc effectivement, en fonction des recherches, il y a des intentions de recherche qui sont plus stratégiques que d'autres et qu'il faut bien étudier en amont. Et c'est ce qui va aussi vous aider à créer votre branding et vos contenus. Et bien évidemment, le développement de votre communauté sur les réseaux sociaux. Ensuite, une fois que vous avez réussi à créer du trafic vers votre site web, il s'agit de maintenir en fait le contact avec vos visiteurs pour qu'ils pensent à vous sur la durée en fait, que vraiment votre marque devienne mémorable. Parce que finalement, on mémorise une marque parce on la voit à différents endroits sur le web de manière récurrente. Donc effectivement, le fait d'avoir soit un abonné sur vos pages réseaux sociaux ou alors un email pour communiquer via une newsletter, ça va vraiment vous servir à communiquer sur votre marque, sur votre expertise et à servir la mémorisation de la marque et puis effectivement la notoriété. Donc comme on l'a dit, l'objectif est de réussir à attirer naturellement votre audience finalement à chacune de ces étapes de conversion. Donc pour un petit peu illustrer ce que je dis, hein, donc simplement deux exemples parce que effectivement il n'est pas utile de donner trop d'exemples, mais tout simplement le header de votre site web est hyper important parce que je vois beaucoup effectivement des marques qui arrivent à drainer du trafic vers leur site web, mais une fois arrivé sur le site web, patatras, on n'arrive pas à Carole, maintenir le contact. excuse-moi, Carole, je me permets de te couper parce qu'on Oui. dit une personne dit dans le chat que l'image est floue. Ah, d'accord. Alors, je vais un petit peu agrandir. Euh, Est-ce que là, c'est un petit peu mieux? Si j'agrandis comme ça, est-ce que c'est Ah, mieux? c'était sur celle d'avant. D'accord. Donc Ouais? tout va bien maintenant? Bon, bah top. C'est vrai que Ok. j'avais changé un peu la disposition, donc je pense que c'est dû à ça. Donc effectivement, là, on a un premier exemple de header où, voilà, on sait, on est dans une société où tout va très vite, il faut vraiment capter l'attention rapidement et surtout, le premier objectif de conversion sur un site web, c'est pas forcément de faire découvrir tout ce que vous proposez, c'est simplement de réussir à capter les coordonnées de votre interlocuteur pour continuer à communiquer avec lui. Et j'aime beaucoup ce header parce que on est à la fois sur un branding minimaliste et de mission. Ça illustre un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc là, le message est très clair. BIM, le kit solaire, le plus simple à installer. La preuve par l'exemple, BIM avec le call to action, BIM chez moi, est-ce que ça marche? Donc là, tout simplement, on est sur un petit quiz en fait qui est proposé par la marque qui permet de vérifier, donc de qualifier en fait si l'utilisateur peut avoir ce kit solaire chez lui, si techniquement ça fonctionne. Donc je trouve qu'on est à la fois sur une démarche commerciale qui est très saine en fait, où on va s'assurer que l'utilisateur voit que le kit fonctionne chez lui et on est sur quelque chose qui permet de capter sa donnée, de réassurer avec un avis qui est certifié par un tiers de confiance. Et le deuxième call to action, c'est toujours bien d'avoir deux alternatives.
c'est de commander, une fois qu'on a fait effectivement ce petit quiz, de commander son kit. Donc, on peut imaginer plein de call to action qui sont beaucoup plus généralistes. L'idée, c'est vraiment de tout en haut de l'entonnoir, d'aller capter le maximum de contacts pour continuer à communiquer avec eux, parce qu'on sait très bien que la découverte d'une marque se fait sur le long terme et non pas seulement en un clic sur votre site web. Ça, c'est le premier exemple. Et puis le deuxième exemple qui illustre un petit peu ce qu'on vient de dire pour insérer le branding dans votre logique en fait de captation et de funnel de conversion, c'est de vous positionner en tant qu'expert en tant qu'expert tout simplement, et de créer des funnels de conversion sur cette thématique-là. Là, par exemple, on a un article, donc une intention de recherche, devenez expert du content marketing, où on va proposer un article vraiment qui parle avant tout du sujet et non pas de la marque, et qui permet de télécharger un e-book, ce qu'on appelle un lead magnet aujourd'hui. Donc, devenez un expert de votre marque. J'agrandis un petit peu parce qu'effectivement, c'est un petit peu flou. Devenez un expert du content marketing. Donc là, on va réassurer déjà plus de 4000 téléchargements. On propose un call to action et on propose d'en savoir plus sur cette thématique. L'idée, c'est de mettre en avant ce que propose la marque avant même de parler d'elle. On est toujours dans cette logique-là. Et effectivement, votre branding va vous y aider. Plus vous serez cohérent dans la manière dont vous vous présentez et plus on vous reconnaîtra. Là, on voit très peu le logo, mais on voit l'univers visuel en fait. Et c'est hyper important parce que l'univers visuel vous définit et vous allez créer de la confiance en ayant toujours cette même continuité. Donc voici deux exemples assez simples pour associer le branding finalement à vos funnels de conversion. Et c'est vrai que ce qu'on fait beaucoup en marketing digital, c'est toujours d'analyser la data, la donnée pour aller voir si effectivement votre audience elle est plutôt présente sur les réseaux sociaux, elle est plutôt présente sur le web, si vous souhaitiez améliorer certaines sources de trafic. Ça va vraiment vous aider à mieux comprendre aussi votre audience. Alors, il y a des outils qui existent pour justement vous y aider, pour faire ce qu'on appelle du marketing automation. C'est d'utiliser des outils type HubSpot, Pledzi. Bon, il en existe d'autres, mais ça, c'est les deux plus connus, pour effectivement toujours associer vos contenus à une logique de funnel de conversion et d'acquisition. Et enfin, c'est important aussi de multiplier effectivement vos contenus euh, en fonction comment dirais-je, de pratiquer ce qu'on appelle le lead scoring, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir combien de fois en fait votre audience s'est mis en contact avec vous. C'est important d'avoir un vrai fil conducteur dans votre branding et de multiplier les formats et les contenus pour pratiquer effectivement ce qu'on appelle le lead scoring. Plus votre audience va se connecter avec vous, aller sur votre site web, va s'engager sur des contenus sur vos réseaux, vous suivre ou encore télécharger un contenu e-book, podcast, plus un lien de confiance et d'affinité va se créer, va vous permettre finalement de prendre contact directement avec elle. Donc, dernière petite slide avant de clore ce webinaire. Et puis ensuite, voilà, si vous avez encore un petit peu de temps, on ouvre un petit débat autour de l'IA. Aujourd'hui, voici les brandings, les contenus affinitaires qui cartonnent sur Google. Les formats articles, images, avis sont les formats qui fonctionnent le mieux, avec la mise en avant d'interviews, de tutos, d'infographies ou de chiffres clés. Surtout l'infographie, parce qu'effectivement, la recherche, les intentions de recherche par l'image sont très très développées par Google. Sur les réseaux sociaux, on a tout ce qui est, alors selon le réseau, bien évidemment, mais la vidéo cartonne toujours autant, la photo, les carousels également, l'infographie. Et en termes de contenu, on ne le dira jamais assez, mais la preuve sociale, c'est ce qui fonctionne le mieux. Même si vous n'êtes pas le meilleur en vidéo, une vidéo courte qui met en avant vos utilisateurs, vos clients. Voilà, si un tiers parle de vous, ça fonctionnera toujours.
Et effectivement, cette preuve sociale, elle est, bah, c'est l'ADN hein, des réseaux sociaux de toute façon. Les coulisses, l'impact positif de vos missions fonctionnent également très bien. Et pour tout ce qui est lead génération, ce qu'on appelle lead nurturing, des formats un peu plus, des contenus un peu plus premium, tels que des podcasts, des e-books, des webinars, vont vraiment vous permettre de rentrer en contact de manière un peu plus forte avec votre audience. Et l'inclassable, effectivement, c'est qui révolutionne l'actualité et nos contenus, c'est tout ce qui tourne autour de l'IA avec le chat GPT dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Est-ce que, Afisha, tu peux nous dire quelques mots à ce sujet? Bah, c'est difficile de faire un webinar autour du branding en 2023 sans mentionner ou Mm. en tout cas sans alerter sur l'évolution et les changements que va apporter l'IA. Alors comme tout le monde, hein, tout le monde est en pleine réflexion autour de ça. Donc on réfléchit tous à ce sujet-là, on essaie de comprendre. Donc on est tous plus ou moins au même niveau. Il y a énormément de podcasts ou de créateurs de contenu qui font d'ailleurs des vidéos et des contenus autour de l'intelligence artificielle. Donc, je vous conseille de les regarder. Il y a notamment le podcast Underscore qui fait pas mal Mm. de podcasts en ce moment autour de ça. Ça nous fait nous poser des questions pour beaucoup de choses. D'abord parce que tout ce qui relève de l'activité purement technique, c'est-à-dire l'écriture de base, le copywriting, tout ce qui est en lien avec le texte de communication ou le texte de branding, on sait que l'IA peut couvrir cette fonctionnalité. Donc, ça a un impact sur beaucoup d'emplois et sur beaucoup de gens qui font ces métiers-là. Mais la question, elle est ouverte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire que l'IA supprime beaucoup d'emplois, etc. C'est pas vraiment ça. Ce que ça apporte surtout, c'est que ça apporte une transformation en termes d'attente. Là, avec l'IA, on a un assistant personnel. En tout cas, avec ChatGPT ou d'autres assistants qui existent d'ailleurs déjà. Mais ChatGPT, on va dire que c'est vraiment le plus évolué. Et là, on n'est encore que sur le ChatGPT 3. Il y a le 4 et le 5 qui vont arriver et qui vont intégrer Internet. Parce que pour le moment, ChatGPT, les données qu'il donne et qu'il retranscrit viennent de lui-même, en fait. Il ne va pas les chercher sur Internet. Donc, une fois que Internet va être connecté sur cet outil, ça va être vraiment monstrueux. Et ça va d'ailleurs même reléguer Google sur un autre plan. Parce que pour le moment, quand on a une information, on va chercher sur Google, mais on va chercher en général sur Google une information voilà, assez limitée ou très concrète. Là, on peut poser des questions à l'intelligence artificielle sur la mise en place de stratégies de branding, par exemple, sur la mise en place de communication textuelle. Par exemple, vous pouvez envoyer ou partager sur ChatGPT plusieurs textes dont vous aimez, par exemple, la plume. Voilà. Ou par exemple, vous voulez que ChatGPT génère des textes, mais qui soient en lien, qui soient un peu en cohérence avec votre écriture à vous, celle que vous utilisez jusque-là sur les réseaux, par exemple. Vous pouvez envoyer plusieurs captures de vos textes et l'outil va vous générer un autre texte sur la thématique que vous allez lui donner dans la patte, dans le style de votre écriture. Donc, en termes de gain de temps, c'est assez considérable. C'est fou. Et ce qui compte, c'est surtout de savoir bien l'utiliser. C'est important de pouvoir, d'apprendre à l'utiliser. Parce que la différence, elle va se jouer là à l'avenir. Elle va se jouer entre les gens qui savent l'utiliser et ceux qui ne savent pas l'utiliser. Donc les attentes, elles sont là. L'autre point également à prendre en compte, c'est que dans un monde où tout le monde est capable de générer du texte, ça veut dire que on peut s'attendre à plus de contenu. Mais si on a beaucoup de contenus qui se ressemblent, qui sont carrés, etc., l'élément différenciant, il va se jouer sur quoi? Il va se jouer sur la part d'humanisation dont on parlait tout à l'heure. C'est là que le personal branding peut vous permettre vraiment d'avoir un facteur, un argument différenciant. Parce qu'avec le personal branding, ça vous oblige en fait à aller loin dans vos réflexions, dans votre remise en question. Et surtout, ça vous oblige à aller au-delà de simplement la création de texte. Et donc, ça vous oblige à proposer un angle différent, à proposer quelque chose de particulier, d'unique. Et c'est sur ce point qu'il faut travailler. C'est sur vraiment le personal branding parce que ce que vous êtes, en fait, personne peut le copier. Et c'est une garantie pour vous de pouvoir proposer quelque chose ou de pouvoir proposer un produit, un branding qui est en accord avec vous et qui est difficilement copiable. Parce que dans un monde où tout le monde peut générer du texte et où tout le monde peut faire du contenu, ce que les gens vont vouloir, c'est ça. Ce qui va le plus les toucher, c'est ça. C'est l'humain, C'est c'est le l'authenticité, en facteur fait. humain.
Pardon? C'est l'authenticité finalement, on en revient un petit peu toujours. Exactement. C'est vrai que Exactement. si on prend l'exemple de ChatGPT, ça peut faire gagner du temps et servir de base pour écrire un contenu, mais derrière, y mettre sa patte, y mettre sa personnalité, son authenticité, c'est ce qui va faire la différence. Voilà, dans un monde qui est de plus en plus standard. Donc effectivement, ça peut être un gain de temps, mais voilà, toujours Alors, apprendre. le monde est standard, mais en même temps, il est pas, Ouais, en même temps, l'IA, paradoxalement, elle donne la possibilité de c'est vrai. déstandardiser un petit peu les choses. Parce que l'avantage Mm, de l'IA, c'est quoi? C'est que si vous l'utilisez, par exemple, pour mettre en place une stratégie, vous voulez mettre en place une stratégie pour votre branding, vous allez définir votre marque à l'IA. Donc là, évidemment, le fait de pouvoir bien définir votre marque, ça joue. Parce que l'IA ne va pas vous proposer les mêmes choses selon ce que vous allez lui proposer ou selon la façon dont vous allez définir votre projet. Donc, l'IA va vous générer une stratégie. Donc, ça veut dire que vous avez la base. Ça veut dire que mm. vous allez limiter les efforts de base, les erreurs de base. Ah, Les erreurs que vous pourriez faire, vous n'allez plus les faire parce que vous allez avoir ChatGPT ou un autre outil qui va vous donner les grandes lignes. Donc, vous limitez les erreurs. Et à l'intérieur de ces grandes lignes, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter de vous. Et c'est pas anodin parce que cette année, même depuis l'an dernier déjà, on parle beaucoup de UGC. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mm. c'est User Generated Content. Ce sont les contenus qui sont créés par les utilisateurs. Donc en gros, on change complètement d'époque. On est vraiment dans une vraie transition où je le rappelle, au début du web, les contenus étaient créés par les entreprises, les professionnels, les pontes de leur profession ou des corps de métier. Petit à petit, avec les réseaux, les gens, les individualités, les créateurs indépendants se sont intégrés dans cette création de contenu. Et donc aujourd'hui, on trouve du contenu voilà, très varié. Et aujourd'hui, le contenu qui est fait par les gens, qui est fait par les utilisateurs, est celui qui est le plus populaire. C'est pour ça que les marques font appel à des influenceurs pour promouvoir des produits, parce que c'est ce qui vend le plus, parce que on est plus en confiance d'acheter sur recommandation d'une personne qui montre son visage, qui Mm. se montre telle qu'elle est, plutôt que d'acheter parce qu'une entreprise aura fait sa publicité. Voilà. Donc ça, c'est ça qu'il est important de prendre en compte. C'est la question de l'humanisation et du personal branding dans l'intégration de l'intelligence artificielle. C'est la seule condition pour pour ne pas se faire perdre au jeu, mais prendre Oui, plutôt. c'est ça. Ouais. Donc, je ne sais pas si Merci vous, à vous avez oui. des retours sur ça. N'hésitez pas à nous les envoyer par message. On sera ravis de les lire. Oui, si vous avez enfin, que pensez-vous effectivement, voilà, si vous avez un avis sur la question ou si vous l'avez déjà testé, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vous, de votre retour là-dessus. En attendant, voilà, s'il y a des questions, pour info, j'ai mis nos pages LinkedIn si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux. Ou vous inscrire à la newsletter de Inspiring Bound. J'ai mis également effectivement le lien. Et j'ai mis nos deux pages Canva et Inspiring Bound pour nous suivre sur les réseaux. Il y a régulièrement de l'actualité, des events. Donc voilà, abonnez-vous, comme ça vous aurez la suite des infos. Vous savez peut-être déjà, mais effectivement, Inspire Inbound accompagne les marques à être mieux visibles sur le web et à générer des leads, avec pour ADN l'inbound marketing, le branding, donc plusieurs expertises, le SEO, le pilotage de vos campagnes ads, la création de vos funnels de conversion et évidemment les contenus, parce que sans contenu, on ne peut pas communiquer. Donc l'approche est vraiment autour voilà, d'une bonne création de contenu. Alors on n'a pas de questions particulières. Je redépile un petit peu pour voir si j'ai pas manqué une info. Non, j'ai pas vu de questions non plus, mais on a dû être très clair. Bon, eh ben écoute, c'est super. Merci à tous d'avoir participé. Merci encore à Fifia Avec plaisir. pour tous tes conseils, toute la présentation de ces outils sur Canva, parce que c'est vrai qu'on connaît tous Canva, mais pas aussi bien que tu nous l'as montré. Donc voilà, ça va nous aider aussi à aller encore plus loin dans la création des contenus. Je vous Avec souhaite à plaisir. tous un bon appétit, à très vite sur les réseaux et sur d'autres events. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.